Salut à toi, étudiant de l'ENALUX. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le stress et la gestion des émotions. Ben oui, parce qu'entre les cours, les examens, les stages, la vie perso, ça peut vite devenir compliqué. Bonne nouvelle, il existe des outils simples pour t'aider à retrouver ton équilibre. On n'abordera pas tout aujourd'hui, on ne se lancera pas aujourd'hui dans une psychothérapie, mais on va déjà faire une petite introduction ensemble pour débriefer un peu le sujet. Première question personnelle, avant d'entamer le vif du sujet, je te propose de faire un petit exercice diagnostic. Est-ce que tu as une feuille, un stylo ou juste une bonne mémoire? Ça ira. Je vais te poser 10 questions et je vais te demander d'évaluer ces questions sur une échelle de 1 à 5. 1 étant jamais, 2 presque jamais, 3 parfois, 4 assez souvent et 5 très souvent. Donc tu l'auras compris, on évalue la fréquence. Si tu ne te rappelles pas de tout, pas de souci. 1 à 5, 1 étant le moins fréquent, jamais, je ne le rencontre jamais, et 5 le plus fréquent. Donc, au cours du dernier mois, combien de fois as-tu été dérangé par un événement inattendu? De 1 à 5. Combien de fois t'a-t-il semblé difficile de contrôler les choses importantes de ta vie? Troisième question, combien de fois t'es-tu senti nerveux ou stressé? 4. Combien de fois t'es-tu senti confiant, confiante, à prendre en main tes problèmes personnels? 5. Combien de fois as-tu senti que les choses allaient comme tu voulais? 6. Combien de fois as-tu pensé que tu ne pouvais pas assumer toutes les choses que tu pouvais faire ou que tu devais faire? 7. Combien de fois as-tu été capable de maîtriser ton énervement? 8. Combien de fois as-tu senti que tu dominais la situation? 9. Combien de fois t'es-tu senti irrité parce que les événements échappaient à ton contrôle? 10. Combien de fois as-tu trouvé que les difficultés s'accumulaient à un tel point que tu ne pouvais plus les contrôler? Voilà, donc cette petite introduction, c'était la Perceived Stress Scale. C'est une échelle qui évalue ton degré de stress durant le mois dernier. Donc c'est plutôt le stress qu'on va appeler stress chronique, qui fait référence à un stress qu'on vit au quotidien, et non à un stress aigu, comme le stress que tu peux vivre peut-être le matin de ton examen ou le moment où tu rentres dans la salle de ton examen. Ça, c'est ce qu'on appelle un stress aigu, c'est-à-dire que tu vas avoir un très haut niveau de stress et qui va disparaître progressivement une fois que tu n'es plus confronté à l'épreuve ou à l'événement qui te stresse. Ok ? Donc le stress chronique, c'est bien les petits événements du quotidien qui s'accumulent et qui sont finalement plus délétères pour ta santé physique et mentale que le stress aigu. L'être humain, comme n'importe quel animal, est prévu pour gérer le stress aigu. Le lapin, dans la forêt, est confronté au renard. Stress aigu, il se bat pour sa survie, il fuit ou il se cache. Il est prévu pour gérer ce stress-là, comme toi tu es prévu pour gérer la présence d'un prédateur. Le stress chronique, c'est une autre histoire. C'est vraiment propre à l'être humain et c'est vraiment un stress qui peut nous handicaper au quotidien. Donc cette échelle te permet de le mesurer. Alors pour l'analyse des résultats, au-delà de 26 sur 50, dis-toi qu'il serait bon d'agir pour améliorer tes compétences en matière de régulation émotionnelle, pour retrouver un état d'esprit plus serein et surtout, laisser ton corps récupérer. Le stress est-il un ami ou un ennemi finalement? Je peux t'affirmer qu'en tout cas, c'est pas un ennemi. C'est même un formidable outil pour la survie. Comme je disais tout à l'heure, chaque émotion a sa raison d'être. Ce n'est pas parce qu'un stimulus est désagréable qu'il faut le supprimer, bien au contraire. On entend souvent ce message-là dans les médias. Il faut être heureux, il faut stimuler son bien-être, évitons d'être tristes, évitons de nous apitoyer sur nous-mêmes. C'est un tort de divulguer ce genre de message. L'être humain a besoin de ressentir des émotions négatives comme des émotions positives. Elles sont utiles à notre survie. Donc les réprimer, ça ne sert à rien, c'est même se faire peut-être plus de tort que de bien. On est quand même d'accord que quand il devient trop intense ou trop fréquent, il se transforme en ennemi. Il peut nous pourrir la vie, je parle toujours du stress. Ne nous laisser aucun répit et nous transformer le monde qui nous entoure en une menace perpétuelle. Alors, comment savoir où tu en es ? Un outil que j'utilise très souvent pour faire un autodiagnostic de comment se situe ma santé mentale pour l'instant dans ma vie, c'est le vase de l'énergie vitale. C'est une image qui n'est pas de moi, mais d'une formatrice que j'ai rencontrée, qui s'appelle Catherine Schwennick.
Elle est autrice aussi de nombreux romans que tu peux retrouver sur Amazon ou en librairie si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin sur le sujet notamment de la gestion du stress. L'idée du vase de l'énergie vitale, c'est d'imaginer que chacun a en soi un vase rempli d'une certaine quantité d'énergie vitale. Les personnes heureuses et en bonne santé ont un vase d'énergie vitale débordant. L'énergie pour mener à bien leurs projets, leurs activités, c'est pas trop un problème. Et souvent, ils ont assez d'énergie pour mener les activités qu'ils doivent faire et qui sont moins plaisantes. La plupart des personnes que je rencontre et qui me disent être épuisées, dans une grande fatigue mentale, eh bien souvent sont en déficit par rapport aux facteurs qu'on va rencontrer dans le vase d'énergie vitale. Je m'explique. Qu'est-ce qui fait que je alimente mon vase d'énergie vitale ? Le premier élément essentiel qui alimente mon vase en énergie vitale, tu le connais, c'est le repos. Le repos, on entend par là la qualité de sommeil, et la quantité est importante, mais c'est vraiment la qualité qu'on va privilégier. C'est-à-dire, si je dors 5 ou 6 heures sur ma nuit, est-ce que ces 5 ou 6 heures ont été des heures vraiment reposantes pour moi ? Il y a des personnes qui dorment 8 heures par nuit et qui se réveillent tout aussi fatiguées que la veille au soir en allant dormir. Donc la qualité de sommeil est vraiment un élément essentiel. Comment je peux le savoir ? Comme je le disais, quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu sens que tu es reposé ? Est-ce que tu sens que tu as de l'énergie pour mener les activités que tu dois faire dans la journée ? Le repos, ça comprend aussi le repos psychologique. Le repos du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'imagine que comme beaucoup de gens, tu pratiques le scroll, c'est-à-dire cette activité de zoner un petit peu sur les réseaux en scrollant une série de vidéos. Cette pratique auquel on a recours en général dans la journée quand on a un trou entre deux activités ou quand on s'ennuie, a tendance à nuire au vagabondage mental. Le vagabondage mental, c'est justement quand on laisse notre cerveau au repos, ça lui permet de pouvoir s'évader dans des coins de sa tête, s'arrêter sur certaines pensées, puis les laisser filer, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est très ressourçant pour l'organisme. Donc le fait de scroller maintient en permanence notre attention sur une série de vidéos qui nous font ressentir des choses ou qui nous rajoutent des informations parfois non nécessaires. Et donc ça peut alimenter finalement la charge mentale qui contribue à un épuisement physique et psychologique. Le deuxième élément qui vient alimenter notre vase en énergie vitale, eh bien c'est la santé. En général, on se rend compte qu'on ne s'alimente plus via cet axe-là quand on le perd. Je m'explique à nouveau. Donc quand tu es malade, gastro, grippe ou autre, en général, tu vas te rendre compte que tu ne t'alimentes plus bien, que tu manques d'énergie. Et souvent, eh bien, ça va peut-être faciliter la procrastination ou le manque d'envie de faire certaines activités. Donc on s'en rend compte souvent quand on ne l'a plus. Les émotions positives, c'est le troisième axe. Et là, c'est plus la question des plaisirs. Qu'est-ce que je fais et qui me fait du bien ? Quelles sont les activités, les moments dans ma journée où je ressens du plaisir ou de la satisfaction ? Combien de fois par semaine il m'arrive de rire, de prendre du bon temps ? Ça, ce sont des questions vraiment essentielles pour évaluer le degré d'affinité que tu as avec tes émotions positives. Ou la fréquence à laquelle tu les ressens, si tu préfères. C'est sûr que vivre une vie dans laquelle tu ressens peu d'émotions positives, où les émotions négatives sont plus présentes, eh bien ça va rapidement poser des difficultés en termes de santé mentale. Alors je viens de t'expliquer ce qui fait qu'on se ressource, qu'on alimente son vase en énergie vitale, donc le repos, la santé et les émotions positives. Mais à ton avis, qu'est-ce qui vient vider notre vase énergie vitale ? Parce qu'au pire, ne pas le remplir, ça pourrait ne pas être un problème si finalement on arrivait à contenir l'énergie vitale qu'on a en soi. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a des fuites finalement ? Eh bien, sans surprise, ce sont les émotions négatives. La peur, la colère, la tristesse, les 3 émotions négatives de base, qui sont aussi des états de stress, viennent grignoter notre réserve d'énergie vitale. En général, dès que je dois faire une activité, un « il faut »,« je dois », que je dois faire, mais qui n'est pas spécialement une envie, que je fais par plaisir, mais par contrainte, eh bien en général, ces activités sont plutôt source de stress. Pas toutes, mais généralement, tu peux déjà identifier une partie de tes stresseurs en identifiant tes petits tyrans intérieurs, tes petits « il faut » et « je dois ». Il faut vider le lave-vaisselle, je dois étudier pour mes examens, il faut que je prenne contact avec telle personne pour mon stage. Tout ça, ce sont des choses que je fais parce que je dois les faire et non par envie spontanée. En général, les enfants sont plutôt heureux et plutôt en énergie pour faire des choses. Pourquoi ? Et bien souvent parce qu'on les invite à se reposer beaucoup. Souvent, ils ont une bonne santé. Et ils sont hyper connectés à leurs émotions positives.
Ils font les choses parce qu'ils ont envie, parce que ça les éclate, parce qu'ils aiment ça. Et en général, c'est plutôt compliqué de les contraindre. Je connais peu d'enfants, je sais pas toi, qui rentrent de l'école et qui vont directement se ruer sur toutes les tâches ménagères à faire ou leurs devoirs. En général, spontanément, ils sont bien connectés à leurs émotions positives et ils vont faire les choses parce qu'ils ont envie. À l'âge adulte, progressivement, on perd cette connexion avec nos émotions positives, avec nos envies et nos besoins. Et c'est dommage. La plupart du temps, quand je dois travailler avec une personne en individuel et que cette personne me dit « je suis hyper fatiguée, je suis en épuisement », quand on est vraiment épuisé, c'est très difficile d'aller supprimer les sources de stress, d'aller supprimer les « il faut, je dois », d'arriver à lâcher prise par rapport à ça et donc de boucher, si tu me permets l'expression, les fuites de mon vase. La plupart du temps, on va plutôt conseiller d'alimenter son vase pour avoir de l'énergie justement dans son vase et pouvoir après gérer les stresseurs. Donc si tu es vraiment en total épuisement, mon premier conseil, ça va être de travailler sur ce qui vient remplir ton vase. Ton sommeil, ton repos, ta santé et ta connexion avec tes émotions positives. On pourrait dire, essayer de reconnecter avec l'enfant qui est en toi. Ça pourrait être une autre façon de le formuler. On a parlé assez brièvement de ce qui nous permet d'identifier si on est en bonne santé mentale, plutôt sur le fil du rasoir, ou plutôt avec un risque de développer une mauvaise santé mentale, c'est-à-dire plutôt dans un état de stress. Ça veut dire que mon vase, finalement, se vide beaucoup plus vite qu'il ne se remplit. Alors, quel que soit l'endroit où tu te situes, c'est toujours intéressant de pouvoir identifier les types de stress que tu rencontres au quotidien. Pour ça, je vais te proposer un petit exercice, le check mental. Je vais te demander de fermer les yeux, d'arrêter ce que tu es en train de faire et d'observer les pensées et les émotions qui sont en toi. Ensuite, je vais te demander d'identifier ton état. Est-ce que tu évaluerais que tu es plutôt dans un état de calme ou plutôt dans un état de stress? Là, ici et maintenant. En cas de stress, je vais te demander d'évaluer sur une échelle qui va de 0 à 10, 0 étant que tu es la sérénité incarnée, et 10 que l'état de souffrance psychique ou le mal-être est vraiment à son extrême. Juste d'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Et je vais te demander d'observer les pensées et les émotions qui sont liées à la note que tu vas donner. Par exemple, si tu évalues ton état à 6, c'est-à-dire quand même que tu es dans un état de stress plutôt avancé, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu ressens des nœuds à des endroits particuliers? Est-ce que tu as des sensations désagréables particulières? Et quelles sont les pensées qui sont dans ta tête? À quoi tu penses exactement? La question suivante, si tu es à 6, justement, de quoi aurais-tu besoin, prioritairement, pour passer à 5? Juste ça. Ok? Tu as une réponse? Je l'espère. Si c'est pas le cas, j'espère que l'exercice suivant, le body scan, va t'aider à redescendre d'un échelon ou deux sur ton échelle de stress. Deuxième exercice, donc le body scan, je vais te demander de fermer les yeux et de te concentrer sur ton corps. L'objectif ici est simplement de ressentir les différentes parties de ton corps et de respirer par le ventre. Si tu peux le faire, l'idéal est même de prolonger ton temps d'expiration par rapport à ton temps d'inspiration. Plusieurs études scientifiques ont démontré l'impact positif de prolonger son temps d'expiration par rapport à l'inspiration, notamment sur la production de cortisol. Donc, on revient sur notre exercice de scan. Imagine que ton cerveau est doté d'un espèce de scanner qui va scanner chacune des parties de ton corps. Je ne te demande pas de faire quelque chose de supplémentaire, juste scanner, passer en revue ces parties de ton corps, en respirant par le ventre. On va commencer par ton front. Ensuite, on descend vers ta mâchoire, vers la bouche. On descend maintenant vers la nuque, vers tes épaules, le dos, en passant par les bras. On arrive maintenant au bas du dos. Le ventre,
les cuisses, les mollets. Et on arrive aux pieds et aux orteils. Et maintenant, prends une dernière grande inspiration par le ventre, en prolongeant ton temps d'expiration. As-tu senti ou ressenti l'ensemble des parties de ton corps ? As-tu ressenti des difficultés à entrer en contact avec certaines zones particulièrement ? J'espère qu'à la fin de cet exercice, tu as pu retrouver un peu plus un état de calme pour tendre vers zéro. On va parler maintenant des 3 grands types de stress. Je t'ai parlé tout à l'heure des 3 émotions qui viennent vider notre vase d'énergie vitale. La peur, la colère et la tristesse. Eh bien, ces 3 émotions ont une raison d'être. Dans la nature, je prenais l'exemple aussi du lapin tout à l'heure. Le lapin qui est confronté au renard, c'est une question de survie. Il doit pouvoir fuir, lutter, ou rentrer dans ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire simuler un état de mort pour que le prédateur se désintéresse de lui. Comme n'importe quel animal, tu es doté de ces 3 stratégies pour survivre à la présence d'un prédateur. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, quand je dois passer un examen, je ne suis pas tellement menacée dans ma survie. C'est vrai que c'est pas la même zone du cerveau qui travaille. C'est pas ton cerveau reptilien, c'est plutôt ce qu'on appelle en approche neurocognitive et comportementale la gouvernance émotionnelle. Et pourtant, dans ta gouvernance émotionnelle, qui est la zone de ton cerveau où siège ta personnalité, tes désirs, tes appréhensions, eh bien dans cette partie de ton cerveau, tu es perméable au stress de la même manière que dans ton cerveau reptilien. Tu peux réagir en fuite, en lutte ou en inhibition face à un examen. Comment ça se traduit ? Eh bien, l'examen oral, par exemple, eh bien, la fuite, ce serait de sentir que ton cœur s'accélère. Tes pupilles se dilatent, tu transpires, tu as mal au ventre, tu as peut-être envie d'aller aux toilettes. Et c'est cette difficulté à pouvoir produire une réponse quand le prof te pose la question. Peut-être même tu en oublies ton prénom, le blanc mental. Tu es plus en train de te dire « Et si je ne réponds pas à la question que le prof est en train de me poser ? Je vais rater, je vais échouer. » Tu élabores le scénario du pire. Tu es plus enfermé dans ta tête en train de penser à ce scénario, ce film d'horreur intérieur, plutôt que de réellement mobiliser tes capacités cognitives. Ça, c'est vraiment le stress de fuite. L'émotion qui prédomine, c'est la peur. On est dans le royaume de la peur quand on est en stress de fuite. Tu verras que dans la manière de le gérer, c'est important de pouvoir l'identifier. On ne va pas gérer la peur de la même manière qu'on va gérer la colère ou la tristesse. On en arrive au 2e type de stress possible, la lutte. Celui-là, en général, on n'a pas trop de difficultés à l'identifier. Imaginons une dispute avec ton conjoint ou un ami. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, très souvent, je suis avec les mâchoires tendues, les mains crispées, j'ai les sourcils froncés. Je suis dans un comportement plutôt agressif. Je vais peut-être même m'avancer, taper du poing sur la table. Je vais dans un raisonnement de type « j'ai raison et l'autre a tort ». Je suis persuadée d'avoir raison. Je ne suis pas dans la nuance. Et je ne suis certainement pas dans l'empathie. La colère, elle n'est pas empathique. Et c'est pareil pour tout le monde, ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. C'est vraiment la colère qui s'exprime. En général, la colère, elle est plutôt catégorique. Et quand on est en colère, ce qui nous aide à désamorcer cette colère, c'est souvent qu'on nous donne raison. Les symptômes physiologiques de la colère, bien j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais donc c'est la tension dans la mâchoire, les mains souvent qui sont tendues, fixes, on sent qu'il y a beaucoup d'agressivité dans les mains, et parfois des tensions au niveau du ventre. Ça peut d'ailleurs engendrer des difficultés à digérer les choses, donc c'est pas qu'une expression de ne pas arriver à digérer une situation. Quand on est en colère, ça vient directement impacter notamment notre digestion. Le 3e type de stress, c'est l'inhibition. L'émotion qui se cache derrière l'inhibition, tu la connais bien, c'est la tristesse. Je rencontre beaucoup d'étudiants qui sont pendant leur blocus ou leurs examens confrontés à du stress d'inhibition. Tu sais, ces étudiants procrastinateurs, eh bien la procrastination, c'est très souvent un symptôme du stress d'inhibition. C'est quand tu te sens bloqué, découragé. Donc les pensées associées à ça, c'est « j'y arriverai pas ». C'est une montagne devant moi. C'est un éléphant que je vais devoir manger. J'arriverai jamais, je suis pas capable. Les autres, oui, mais pas moi. Et donc, une des premières stratégies d'ailleurs qu'on abordera tout à l'heure pour gérer le stress d'inhibition, c'est justement de travailler la confiance en soi.
Au niveau physiologique, c'est le découragement. Donc je me sens mou, sans énergie. Découragée, j'en parlais, mais donc fatiguée. J'ai pas envie, je me sens mou, bloqué, inhibé dans mon action. Si tu ne sais pas où tu en es pour l'instant, je te propose de t'auto-observer pendant une période de 15 jours. Donc, même 3 semaines environ. Et de noter les stresseurs que tu rencontres, petits ou grands. L'idéal en matière de gestion du stress, c'est de commencer par les petits stresseurs. Souvent, on se dit, j'ai des gros impératifs à gérer, je vais commencer par ça. Eh bien, c'est une erreur. Le plus facile, c'est de commencer par des petites choses qui me contrarient au quotidien. Et parfois, ça a autant d'impact d'enlever 10 petites choses qui m'embêtent, qui génèrent des émotions négatives avec des niveaux assez finalement peu élevés, que de gérer une grosse émotion négative, un gros stresseur. Et je conseille souvent de ne pas prendre de décision dans l'urgence. Donc je ne décide pas de rompre ou de changer d'études en période d'examen. Il vaut mieux d'abord gérer les petites contrariétés du quotidien, redescendre un petit peu au niveau de mes émotions, et puis prendre une décision. Donc je te propose de t'auto-observer pendant 3 semaines, de noter les petits et les grands stresseurs que tu rencontres, et de noter ce que chaque stresseur va générer autant dans ton esprit, dans ton cœur, c'est-à-dire dans tes émotions, que dans ton corps. L'objectif est de prendre conscience de nos mécanismes internes en prenant le temps de nous observer. Je dirais, sans trop exagérer, que c'est presque 30% de la thérapie. Prendre conscience des choses, c'est pouvoir donner à son cerveau l'opportunité de récupérer le pouvoir sur la situation. Et ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, il faut choisir les bons outils conceptuels ou plus concrets pour pouvoir nous aider à réguler de manière fonctionnelle notre émotion. Ouh là là, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, ce que j'entends par fonctionnel, consommer de l'alcool, ça permet, par exemple, de réguler à court terme ton émotion. Tu vas te sentir plus léger, peut-être un peu mieux dans ta peau. Mais c'est pas une stratégie fonctionnelle. Parce que ça va alimenter une réponse inadaptée qui peut même aggraver sur le long terme ta santé mentale. Donc, une réponse fonctionnelle, c'est choisir une manière de pouvoir réguler tes émotions sur du court terme ou du long terme et qui va surtout ne pas abîmer ta santé mentale et physique, voire même l'améliorer sur du long terme. Si c'est quelque chose de compliqué pour toi d'identifier ces stratégies, c'est là qu'il est intéressant de contacter un professionnel de la santé mentale, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, ou tu peux directement revenir vers moi pour en discuter en entretien. Alors, je peux t'évoquer rapidement quelques autres exercices qui vont pouvoir t'aider à gérer ton stress chez toi, à la maison, à tête reposée. Au niveau de la respiration, un outil fréquemment utilisé, c'est la cohérence cardiaque. Pour ça, tu peux utiliser une appli qui s'appelle Respi Relax. Cette appli, elle est gratuite, accessible autant via Android que sur le réseau iOS. L'idée de la cohérence cardiaque, c'est d'implémenter une certaine respiration pendant 5 minutes au rythme d'une bille. Donc tu inspires quand la bille monte, tu expires quand la bille descend. Et l'idée, c'est que cette respiration va induire un battement, un rythme cardiaque qui va faire baisser ta production de cortisol. À tester pendant au moins 21 jours avant de dire si ça a un effet ou pas. La méditation, le yoga, la pleine conscience sont aussi des outils utiles que tu peux utiliser en contactant un sophrologue ou un psychothérapeute formé sur ces questions-là. L'idée est de ralentir tes pensées, ton rythme et de te reconnecter à toi-même. Changer ton état d'esprit, ça c'est un outil, je dirais, le plus efficace, mais peut-être le plus difficile à prendre en considération. Qu'est-ce que j'entends par changer son état d'esprit ? C'est remplacer les pensées négatives par des alternatives plus rationnelles et moins nocives pour la confiance en soi. Par exemple, je vais échouer en « je fais de mon mieux et c'est déjà énorme ». C'est sûr que changer son état d'esprit, ça prend du temps. Et souvent, ça demande d'être accompagné par un professionnel. À nouveau, je suis disponible pour le faire avec toi si tu en as besoin. Bouger son corps, enfin, marcher, faire du sport, danser. Le mouvement libère le stress. On pourrait parler aussi du partage social des émotions ou d'autres outils qui sont aussi efficaces en termes de gestion du stress. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais n'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres thèmes de podcast à me proposer ou si tu veux qu'on aille plus loin pour traiter ce sujet. Et si ce podcast ne suffit pas, n'oublie pas que tu n'es pas seul. À l'Enalux, tu peux prendre rendez-vous avec la psychologue, moi, Aurélie Durvaux, pour un suivi gratuit et confidentiel.
Tu peux consulter toutes les aides disponibles de la cellule d'accueil de soutien aux étudiants dont je fais partie pour des ateliers, des conseils et des outils pratiques. Tu peux aussi explorer la boîte à outils du SAR, le service d'accompagnement à la réussite, sur SharePoint. Ils ont des fiches méthodes, des plannings, des astuces pour mieux t'organiser et justement t'aider à améliorer ta gestion du stress. Tu peux aussi contacter ton relais SAR pour en apprendre plus sur la méthodologie et bénéficier d'un accompagnement individuel à ce niveau. Je te propose un dernier défi pour améliorer ton état d'esprit au quotidien. Pendant 21 jours, je vais te demander chaque soir de noter une chose que tu as faite aujourd'hui qui t'a donné du plaisir ou de la satisfaction. C'est bien quelque chose que tu as fait, dont tu es acteur. Une chose que quelqu'un a faite pour toi, qui t'a fait du bien. Une chose que tu aimes chez toi. Ça peut être physique ou psychologique. Voilà, 3 choses. C'est simple et ça change tout. De nombreuses études ont montré l'impact de ce qu'on appelle les 3 kiffs par jour. J'ai un peu adapté l'exercice, mais si tu veux en savoir un peu plus sur la méthode des 3 kiffs par jour, il existe un ouvrage sur le sujet que tu peux retrouver sur Amazon ou en librairie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Souviens-toi, tu n'as pas à tout gérer seul. Fais appel si tu as besoin. Et souviens-toi, à l'ENALUX, on prend soin de nos étudiants.